Donc, merci à M. Legault qui nous lance tout un défi, mais je pense qu'on est capable de le relever. On sera créatif aujourd'hui dans cette volonté de pouvoir trouver des pistes pour une relance qui va se passer sous quand même sous un dessous de pandémie là, qui va toujours être présent. Avec nous, celui qui a peut-être justement eu cette commande de la part du premier ministre, parce qu'on l'a dit, les finances publiques du Québec étaient au beau fixe, hein, on était en surplus quelques jours avant de mettre l'économie sur pause. Et là, aujourd'hui, on doit relever le défi de rééquilibrer peut-être les finances publiques à court, moyen, long terme. On verra ce qu'il nous en dira. Donc, on a avec nous le ministre des Finances, le député de Groux, M. Éric Girard. Bonjour. Bonjour. Alors, à vous la parole. Merci. Alors, d'abord, c'est un plaisir d'être ici. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs. Merci à ceux qui sont à l'écoute. Alors, nous vivons une période exceptionnelle. Il y a une pandémie mondiale qui cause la plus grande récession depuis la Deuxième Guerre mondiale et ceci amène évidemment des défis au niveau des finances publiques. Le Québec est entré dans cette situation en position de force avec des finances publiques saines, une économie qui fonctionnait à pleine capacité. Le gouvernement a bien sûr un rôle à jouer de se substituer à la demande privée durant cette période difficile et nos actions sont cohérentes avec nos objectifs à long terme. Et c'est un peu le propos de ma présentation aujourd'hui. C'est très important que nos actions face à la récession soient cohérentes avec nos objectifs de long terme. Alors, un simple rappel que le Québec a connu 3 années de croissance exceptionnelle. Les 2 dernières années, le Québec a surperformé le Canada et finalement, en 2019, nous avons vu les gains de productivité que nous cherchions depuis plusieurs années. Et bien sûr, est venue la pandémie, le confinement. Nous avons fermé volontairement 40 de l'économie québécoise pendant 8 semaines. Le déconfinement se passe très bien. Nous avons été agiles, nous avons agi rapidement, et nous avons récupéré 70 des emplois qui avaient été perdus et nous aurons les statistiques sur l'emploi demain pour le mois d'août. Bien sûr, il y aura des dommages plus permanents. Certaines industries seront affectées pour une période plus longue. Alors, un simple rappel, au niveau des interventions directes, le gouvernement du Québec a fait plus que la moyenne des autres provinces. En fait, nous sommes une des provinces qui a fait le plus, avec des interventions directes qui correspondent à 3 du PIB. Lorsqu'on regarde les interventions totales, nous sommes à 6 du PIB. Là, à ce moment-là, on inclut les mesures de liquidité, les aides aux entreprises, et le Québec a répondu présent. Et bien sûr, le gouvernement du Québec collabore avec le gouvernement fédéral qui a amené 2 programmes de grande qualité, c'est-à-dire la subvention salariale d'urgence du Canada et la prestation canadienne d'urgence. Alors, nous prévoyons, nous l'avons mentionné dans le portrait, un déficit pour cette année de l'ordre de 15 milliards de dollars. Il s'agit d'un déficit de l'ordre de 3,5 du PIB. Ça amènera la dette brute du Québec à plus de 50 %, mais c'est important de le dire, toutes les agences de notation nous donnent une perspective stable. Le Québec est un crédit de qualité AA et nous allons continuer de l'être grâce à notre plan crédible de gestion des finances publiques. Je pense que c'est important de se parler, de se donner les faits de ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années au Québec et où nous devons aller, parce que c'est une partie de la réponse est là. Le Québec n'a pas surperformé l'Ontario depuis la grande récession. C'est important de le dire. Le Québec a mieux fait au niveau de l'emploi, mais a sous-performé au niveau de la productivité. Or, c'est la productivité qui va nous permettre d'augmenter le potentiel économique du Québec, qui est estimé à 1,3 à 1,5 %. Nous voulons l'accroître à 2 % et c'est la productivité, l'investissement des entreprises qui sont les éléments clés pour réussir ce bond de potentiel économique.
Et l'économie de l'Ontario et du Québec sont très comparables. Nous avons un retard de 14 % au niveau de la productivité avec l'Ontario et de 15 % au niveau de l'investissement des entreprises. Quels sont les atouts du Québec? Je pense que c'est important d'en parler. On a une économie ouverte et diversifiée, une main-d'œuvre qualifiée, créative, une communauté d'affaires dynamique, des sources de financement diversifiées. Bien sûr, nous avons l'hydroélectricité, une énergie propre, renouvelable, abordable, des faibles frais de scolarité, des faibles coûts de logement, un environnement fiscal favorable aux investissements. Donc, le Québec a des atouts. Le Québec a aussi des défis. Nous avons une population vieillissante. Nous sommes à l'avant-plan du vieillissement de la population en Amérique du Nord. Nous avons des retards de productivité, un endettement élevé. Nous devons maintenir nos infrastructures publiques. Nous donnons des investissements massifs pour résorber le déficit de maintien d'actifs au cours des 10 prochaines années. C'est extrêmement important de maintenir nos actifs. Et bien sûr, nous avons un fardeau fiscal élevé. Je pense que c'est connu, mais c'est important de le dire parce que de toutes les manières qu'on le compare, le Québec a un fardeau fiscal élevé. Alors, j'aime bien résumer nos actions en une simple équation. Nous devons, pour augmenter le potentiel économique, créer de la richesse, fermer l'écart de richesse avec l'Ontario, prenez la mesure que vous voulez. Nous devons investir en éducation, augmenter la participation au marché du travail, augmenter les investissements privés et réduire la dette. En éducation, dans le dernier budget, il y avait de l'argent pour les universités. C'est extrêmement important. Il y a de l'argent pour les spécialistes, les services aux étudiants au niveau primaire, secondaire, l'heure de plus au secondaire, la maternelle 4 ans. Participation du marché du travail, on travaille sur la demande, on travaille sur l'offre, crédit d'impôt pour travailleurs d'expérience, réduction des taxes sur les masses salariales pour les entreprises. Et on veut que les groupes qui participent moins au marché du travail, on veut les aider. Je pense aux handicapés, aux Autochtones. On veut supporter ces groupes-là pour augmenter la participation au marché du travail. Finalement, dans les investissements privés, nous avons introduit des mesures fiscales extrêmement importantes. 6 semaines après avoir été élus, l'amortissement accéléré qui permet de réduire le coût, le taux effectif marginal d'imposition sur les nouveaux investissements. Nous avons le crédit d'impôt sur investissement, la déduction pour l'innovation, la commercialisation qui favorise les taux d'impôt sur les brevets, sur la propriété intellectuelle. C'est extrêmement important. Et finalement, la réforme d'Investissement Québec. Tout cela vise à accroître le potentiel économique du Québec. Alors, bien sûr, on consulte, on est à l'écoute et j'adore nos universités, j'adore nos chercheurs. C'est un plaisir de collaborer avec eux et nous avons lancé un appel à la communauté des économistes universitaires. J'ai commencé à lire les mémoires. Ils sont excellents, ils sont intéressants. Je pense que certains des travaux seront présentés aujourd'hui. Oh, on a un problème avec la présentation. Oh, le voilà. Excusez-moi, je vais juste faire un petit ajustement, puisqu'on a sauté une page. OK. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vos recommandations, j'ai commencé à lire vos travaux, vos recommandations sont cohérentes avec nos actions. C'est-à-dire que c'est la sécurité sanitaire, c'est le premier critère pour assurer la relance économique. Les gens ont besoin de se sentir en sécurité pour investir, pour embaucher, pour consommer. Et ça, c'est le plan que nous avons au niveau des équipements, augmenter la capacité de test, la gouvernance du secteur de la santé, la formation de personnel, les préposés aux bénéficiaires, les masques, bien sûr, tout ça, c'est extrêmement important. Ensuite, on veut s'attaquer à la requalification de la main-d'œuvre. Il y aura des gens qui auront perdu leur emploi d'une façon plus permanente. Il faut les aider à évoluer vers la santé, les technologies, la construction. Il y a des opportunités là.
On continue d'investir dans les infrastructures publiques, remplacer le secteur privé et stimuler l'investissement privé, aider l'aide, la numérisation, le développement économique régional. Montréal a besoin d'aide, bien sûr, et les municipalités ont besoin d'aide. Et on en est conscient. On est conscient de leurs demandes et on va y répondre. Alors, encore une fois, j'ai un peu de problème avec la présentation. Est-ce qu'on peut changer le... Voilà, bon, on y arrive. Alors, j'aimerais revenir sur... OK, on est ajusté? Ça va, OK. J'aimerais revenir sur pourquoi, comment allons-nous revenir à l'équilibre budgétaire? Et ça, c'est important. D'abord, on a une loi qui nous incite à revenir à l'équilibre budgétaire en 5 ans. Et 5 ans, c'est l'horizon du cadre financier du gouvernement du Québec. Et c'est important pour les investisseurs, pour les agences de notation, pour les citoyens, que nous ayons un plan crédible. D'abord, il faut être conscient que nous avions un point de départ enviable, avec un surplus au départ. Ensuite, la chute des revenus est temporaire, la hausse des dépenses est discrétionnaire. Il y a donc dans le déficit une importante part du déficit qui est cyclique, mais nous allons néanmoins avoir un déficit structurel à contrer dans les 5 prochaines années. Quels sont nos leviers? La croissance économique, une croissance des dépenses arrimée avec celle des revenus, maintenir nos investissements en infrastructure selon nos moyens, les transferts fédéraux, vous le savez, nous avons des revendications historiques au niveau du financement de la santé. Et bien sûr, on doit définir le surplus, puisqu'à l'an 5, nous aurons essentiellement une contribution au Fonds des générations. Le Fonds de génération, c'est extrêmement important, mais nous aurons une contribution de l'ordre de 4 milliards de dollars. Alors, il faut avoir le débat. Est-ce qu'on parle d'un surplus avant ou après contribution au Fonds des générations? Je passe là-dessus. Je veux juste rappeler, ça c'est un point important, parce qu'il y a dans le discours actuel beaucoup de gens qui disent c'est pas important le niveau de dette, les taux sont bas. Et celui qui véhicule ce message de façon le plus prononcée, c'est Paul Krugman, qui est un prix Nobel d'économie, puis qui écrit dans le New York Times, puis qui dit les taux sont bas, c'est pas grave si on a beaucoup de dettes. Mais j'aimerais dire 2 choses là-dessus. D'abord, on n'a aucune certitude que les taux seront toujours bas. Et ensuite, toutes les ressources qui vont au paiement de la dette ne sont pas disponibles pour les autres activités. Or, il y a énormément de bénéfices à limiter les ressources qui vont à la dette parce que ça nous permet d'assurer un financement stable aux missions de l'État, ça nous permet de faire face au vieillissement de la population, financer les infrastructures publiques, lutter contre les changements climatiques, réduire le fardeau fiscal des Québécois, ce serait une excellente idée, contrer un prochain ralentissement de l'économie. Et il faut aussi parler de l'éléphant dans la pièce, qui est les transferts fédéraux. On demande plus de transferts fédéraux en santé, mais on doit se rappeler que nous recevons 13 milliards de péréquations cette année et c'est difficile de voir dans la situation budgétaire actuelle du gouvernement fédéral comment l'enveloppe totale de transferts fédéraux pourrait continuer à augmenter. En conclusion, il est extrêmement important de maintenir des objectifs ambitieux pour le Québec. L'accroissement du potentiel économique du Québec à 2 %, c'est extrêmement important. Nous sommes concentrés sur cet objectif et nous allons le faire en maintenant une saine gestion des finances publiques. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. C'est tout un programme, hein? Parce que quand on voit ça, c'est de tenter d'équilibrer beaucoup de pièces de puzzle, finalement, hein? Tenter de mettre tout ça ensemble. Moi, j'ai une question pour vous, puis vous l'avez dit, une des pièces maîtresses de votre plan, c'est d'accroître la croissance à 2 % par l'investissement privé. Vous avez parlé de toutes les mesures que vous avez mises en place lors du dernier budget et depuis votre arrivée au pouvoir. Mais en même temps, on voit que les entreprises, particulièrement les PME, peinent à investir. Et c'est lent et c'est difficile d'aller chercher ça. Mais là, on a besoin que ça se passe rapidement. Comment vous allez faire? Est-ce que vous allez mettre d'autres mesures incitatives? C'est-à-dire que ce qui va se passer rapidement, c'est la substitution de la demande privée par la demande publique. Alors, ce qui va se passer rapidement, c'est les investissements en infrastructure publique. Mais au niveau des investissements privés, c'est vraiment de donner un cadre
optimale pour le long terme. Alors, une fiscalité agressive pour les nouveaux investissements, l'amortissement accéléré, crédit d'impôt à l'investissement et tout l'aspect d'aide qualitative qui vient avec l'outil qu'on s'est donné, Investissement Québec. Donc, ça veut dire que vous allez encourager, continuer d'encourager et tenter d'accélérer quand même un peu cet investissement privé qui pourrait venir des entreprises québécoises. Définitivement, mais je pense qu'il faut, distinguer la période immédiate qui est 2020, 2021 et l'horizon de long terme qui est à partir de 2022. Fait que ça veut dire que les investissements publics vont prendre le relais pour un temps pour maintenir justement cette croissance à 2 et éventuellement, on voudrait que les entreprises privées prennent leur place par la suite. Exactement. Une autre question, vous avez fait référence au Fonds des générations. Oui. Alors, je comprends que votre gouvernement a l'intention de continuer d'investir dans le Fonds des générations. Ça, c'est ce que je comprends. Le Fonds des générations a contribué à l'effort de réduction de dette du Québec. C'est un outil d'équité intergénérationnelle. Le Fonds de génération est là pour rester. Ça veut dire, mais là, maintenant, le débat que vous voulez faire à l'Assemblée nationale, c'est quant au calcul, parce qu'on dit toujours que normalement, les surplus sont calculés après avoir mis l'argent dans le Fonds des générations, donc la prestation dans le Fonds des générations. Là, vous souhaitez donc un débat public, un débat ouvert à l'Assemblée? Nous, depuis que nous sommes élus, et moi, personnellement, en tant que ministre des Finances, je fais un effort important de transparence. On veut que nos documents budgétaires soient clairs, précis, concis. Et je mentionne aujourd'hui que si nous contribuons 4 milliards au Fonds de génération à l'an 5, ce n'est pas l'équilibre budgétaire, c'est un surplus de 4 milliards. Alors, il faut s'entendre sur les définitions, les objectifs. Je sais qu'il y a des chercheurs qui vont en parler plus tard aujourd'hui, mais c'est important. Est-ce qu'on va chercher l'équilibre à l'an 5 ou un surplus après contribution au Fonds de génération de 4 milliards? Parce qu'il y a une différence de 4 milliards entre les deux chiffres. Quand même. Mais ça veut dire que ça va quand même prendre un débat pour être capable de pouvoir en venir à un consensus là-dessus. Bien, je ne sais pas si on aura un consensus, mais ce que je vous promets, c'est qu'on aura un débat avec tous les chiffres disponibles, un débat où chacun pourra émettre son opinion. J'ai déjà commencé à consulter le milieu académique et c'est avec beaucoup d'intérêt que je prends connaissance de leur opinion. Et nous aurons l'occasion de parler lors de la mise à jour budgétaire de l'automne. Puis on aura hâte de voir ce que les partis d'opposition en diront aussi. Dans le régime parlementariste, exactement. Les partis d'opposition ont une contribution à faire aussi. Exactement. Vous avez parlé des transferts fédéraux. On le sait, c'est pas évident. Le déficit fédéral est quand même assez important. On parle de 340 quelques milliards, près de 350 milliards. On sait que vous partez pour Toronto, je pense que c'est aujourd'hui, demain, très bientôt en tout cas. Et vous allez échanger sur les stratégies à avoir de façon à aller optimiser l'argent que vous recevez d'Ottawa. Mais éventuellement, avec ce qui se passe dans l'Ouest, les paiements de péréquation pourraient diminuer. Mais c'est-à-dire que tout ça, c'est un tout cohérent. Nous, on veut rattraper. Nous sommes, puis vous me permettez de dire quelque chose qui est très important. Bien, c'est tout à Le fait. Québec, nous sommes 23 de la population canadienne. Nous sommes seulement 20 de l'économie canadienne. Il faut fermer cet écart. Et à moyen terme, si nous réussissons à augmenter le potentiel économique du Québec à 2 si nous réussissons à rattraper la moyenne canadienne, l'Ontario, c'est indéniable. C'est déjà commencé grâce à la performance du Québec des 3 dernières années. Nous allons réduire notre part dans le régime de péréquation. Bien, c'est tout un défi quand même. Bien, c'est-à-dire que les transferts fédéraux ont cru 2 fois plus vite que les revenus autonomes durant les 5 dernières années. Alors, les transferts fédéraux ont eu un effet bénéfique sur le retour à l'équilibre budgétaire du Québec, sur les surplus que nous avons eus. Alors, le gouvernement fédéral, de par l'importance de son effort qui est fait en 2020-2021, aura aussi des contraintes à gérer. Ça veut dire qu'éventuellement, ça pourrait rendre encore plus difficile l'atteinte à l'équilibre pour le Québec, par exemple. Bien, on ne peut pas, on ne sait pas encore ce que le fédéral va faire. Ils auront l'occasion de nous informer. J'espère qu'on aura un débat éclairé là aussi. Mais il y a 3 types de dépenses au fédéral. Il y a les transferts aux individus,
les dépenses fédérales comme la défense et les transferts aux provinces. Alors, si ils ont des projections d'augmenter leur niveau de dépenses à long terme, bien, normalement, les 3 postes vont augmenter, mais je vais laisser la nouvelle ministre résoudre ce point. Oui. C'est un défi qui est aussi très important. Je suis en contact avec elle. J'avais une excellente collaboration avec l'ancien ministre des Finances. Je le remercie d'ailleurs pour sa contribution. Et puis, on verra. Mais il y a 3 types de dépenses au fédéral. On verra comment ils veulent gérer leurs dépenses. Parce que ça pourrait aussi avoir un impact. Vous avez dit tantôt que vous souhaitez que la croissance des dépenses au Québec soit équivalente à la croissance économique. Donc, le 2 2 oui. 2 c'est pas tant quand on le regarde. Là, il faut absolument que je clarifie quelque chose parce que vous allez faire peur à nos citoyens. Puis je sais que c'est pas votre objectif. Je pose une question. Mais les dépenses, c'est un concept nominal. On est économiste. Alors, c'est 2 de croissance plus 2 d'inflation. Donc, les revenus du Québec devraient croître de l'ordre de 3,5 à 4 Ah, d'accord. Et donc, les dépenses pourraient croître de 3 à 3,5, être arrimées avec les revenus. Puis ça serait à géométrie variable pour l'éducation, la santé, j'imagine, puis les autres postes budgétaires. Oui. Parce qu'on avait dit, je pense, votre gouvernement avait santé, dit... plus de 4 Exactement. Donc ça, c'est... Éducation, plus de 3 Donc ça reste là. Bien, l'éducation, c'est extrêmement important. La santé, on a des défis. On en a un présentement. Alors oui. Donc, vous en avez parlé, cette idée qui court de plus en plus que le fait que les taux d'intérêt soient bas, que les déficits soient acceptables et qu'une dette plus élevée, donc un ratio dette-PIB, soit acceptable. Je pense que j'ai compris que vous n'étiez pas nécessairement dans cette philosophie-là. Donc, vous avez un plan de retour à l'équilibre, mais aussi vous souhaitez voir revenir le ratio dette-PIB à quelque chose sous les 50 Oui. Bien, je pense qu'il y a une récession. Oui. On a un rôle à jouer. On se substitue à la demande privée. Il y aura un déficit important cette année. Mais la récession ne durera pas 5 ans. On prévoit un rebond l'an prochain, important, juste mathématiquement. Si on a 12 mois de croissance l'an prochain, puis on en a eu 10 cette année, il y aura un rebond l'an prochain. À partir de 2022, on vise une croissance de plus de 2 et donc, la croissance va faire une partie du travail. C'est sûr, mais on ne peut pas faire des déficits lorsqu'on fonctionne à pleine capacité. Ce n'est pas une bonne gestion. Et le Québec a fait énormément de progrès depuis 15 ans. La récession est importante. La pandémie, c'est majeur, mais on ne veut pas perdre tous les progrès qu'on a faits parce qu'on a fermé l'économie pendant 2 mois. Vous avez parlé de ce rebond, puis j'en parlais d'entrée de jeu. Il semble que les vaccins soient peut-être un peu plus loin qu'on l'avait pensé. Alors, est-ce que vous pensez que ce rebond-là pourrait être décalé s'il y avait une deuxième vague? Ou comment vous pensez amorcer cette deuxième vague-là? Parce qu'on a parlé, par exemple, que le gouvernement du Québec, vous l'avez dit, là, il y a eu de l'aide directe de plus de 3 du PIB, mais les partis d'opposition disent qu'il y aurait dû y en avoir davantage. Est-ce que vous anticipez cette deuxième vague-là en accompagnant davantage, en investissant davantage auprès des entreprises et des individus? Et est-ce que vous pensez que ce rebond-là pourrait être retardé? Je vous dirais que présentement, ça se passe bien. Okay? Lorsqu'on dit que le Québec a récupéré 70 des emplois perdus, c'est pas rien. En fait, c'est ce qui se fait de mieux au Canada. On a confiné plus sévèrement, on a déconfiné plus rapidement. Il n'y avait pas consensus dans cette approche. Non. Alors là, on est prêt pour la deuxième vague au niveau sanitaire. Équipement, tests, employés, formation, les masques, la conscientisation des citoyens. On a besoin des citoyens là-dedans. Alors, il y a l'aspect confiance sanitaire. Je ne suis pas prêt à dire que le rebond va être plus tard, mais on va aider. On sait qu'on a un rôle à jouer. On va continuer d'aider les entreprises, les citoyens
les municipalités, les sociétés de transport en commun, on a un effort à faire. Oui, parce qu'on l'a vu, les municipalités ont levé la main. La Ville de Montréal lève la main. Il y a beaucoup de monde qui lève la main, je vous le confirme en tant Mais c'est que... un peu normal parce que tout le monde, finalement, a peiné pendant cette crise-là. On a vu des secteurs d'activité économique. Vous avez investi, entre autres, en culture, on l'a vu, mais il y a des secteurs d'activité qui demandent encore de l'aide. On pense à la restauration, entre autres. Je lisais ce matin qu'on songe peut-être à confiner certaines régions quand il y aura des éclosions. Est-ce que vous avez un plan d'intervention au niveau des finances publiques pour venir soutenir certaines régions en particulier qui pourraient souffrir davantage? Je dirais que le scénario de base, c'est qu'on ne reconfine aucune région, là. Alors, nos actions doivent être cohérentes avec notre vision à long terme. Alors, on sera là pour aider les entreprises à se numériser. On sera là pour aider les employés à se requalifier. On est là au niveau des infrastructures pour combler la demande privée. Tout ça va se faire qu'une région reconfine ou non. Nos actions durant la crise sont cohérentes avec nos actions à long terme, nos objectifs à long terme. Pensée globale, action locale. Hein? On voit ça comme ça. Si vous voulez. Je pense que ça fait quand même un tour d'horizon très intéressant. Peut-être une dernière petite question en terminant. Le premier ministre parlait d'un Québec plus vert. Oui. Est-ce qu'il y a des mesures en particulier qui vont être faites dans ce sens-là? Bien, en fait, dans le dernier budget, et puis je suis conscient là, que le budget... Il est un peu loin, hein? On en parle moins, mais il y avait d'excellentes mesures fiscales pour encourager les entreprises à investir, mais il y avait tout l'argent nécessaire pour réaliser nos ambitions climatiques, pour le plan pour une économie verte. Je laisse le soin au ministre de l'Environnement de vous communiquer son plan de déploiement. Chacun ses rôles et responsabilités. Le ministre de la Santé fait un excellent travail pour la sécurité sanitaire. Le ministre de l'Environnement va nous donner un excellent plan pour atteindre nos cibles. Moi, c'est le cadre financier. Je lui ai donné les moyens financiers. Ils sont beaucoup plus importants qu'ils n'ont jamais été. En fait, 50 % de plus que les revenus simplement du Fonds vert, 100 % de plus que l'ancien plan. Alors, on a les moyens. Maintenant, il faut atteindre nos cibles. Il faut passer à l'action. Voilà. Éric Girard, ministre des Finances, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. C'est un plaisir. Merci beaucoup.